6 expéditions distinctes. J'ai vécu avec les montagnards, comme je l'avais fait dans les Alpes, et partagé avec nos porteurs Sherpas, petits hommes joyeux et d'un dévouement sans limite, les joies et les peines des grandes ascensions. Jamais je n'ai pu me lasser du charme de ce pays et de ses habitants. Lancés dans un massif gigantesque et totalement inexploré, nous avions employé plus d'1 mois à reconnaître les abords du Dhaulagiri, puis de l'Annapurna. À 5000 mètres, enfonçant dans la neige épaisse, chauffée par une chaleur tropicale, le souffle court, nous devions nous arrêter souvent. Sur la face nord, le fantastique ballet de montée et de descente qui, peu à peu, camp par camp, charge par charge, ouvre la voie du sommet, venait de commencer. Le 3 juin 1950, grâce à l'effort désespéré d'Herzog et de Lachenal, des années de rêve et de préparation connaissaient enfin leur aboutissement. Au camp 5, j'accueille Herzog, les vêtements et la barbe étrangement givrés. Le regard illuminé de joie, il m'annonce la victoire. Le premier sommet de 8000 mètres, l'Annapurna est vaincu. Mais à quel prix? Notre retraite est dramatique. Vent glacial, bivouac dans une crevasse, avalanche, auquel nous échappons par miracle. Les camarades sont gravement gelés. Je suis aveugle. C'est soutenu par Ang Tarke, chef de nos Sherpas, que je parviens au camp 2. Le rêve se dissipa peu à peu, dans un affreux mélange de douleur et de joie, d'héroïsme et de bassesse, de soleil et de boue. Nous sommes lentement redescendus sur la terre. Lorsque j'ai débarqué à Orly, portant Lachenal, mon compagnon meurtri, au milieu de la foule hystérique des journalistes et des photographes, je ne réalisais nullement que l'aventure qui s'achevait allait marquer un tournant dans mon existence. J'avais repris la corde et le piolet quand me parvint une excitante nouvelle. Quelques amis parisiens organisaient une expédition vers un sommet des Andes, le Fitzroy. Ils m'acceptèrent dans leur équipe. Le climat rigoureux de la Patagonie, à l'extrémité de l'Amérique du Sud, avait découragé nos prédécesseurs. Les vents soufflent à 200 km/h et le verglas tapisse la muraille de ce Cervin des antipodes. Nos tentes déchirées par les bourrasques durent être installées dans les grottes taillées dans la masse du glacier, où une nouvelle tempête nous bloqua pendant 5 jours. Je ne gardais qu'un infime espoir de réussir. Le beau temps revint. Mon ami Guido Magnon, puissant et dynamique grimpeur parisien, força les premières dalles. Il fallut bivouaquer sur une minuscule banquette. Le temps commençait à se gâter. Si le vent se levait, nous étions condamnés. Je voulus abandonner. Magnon eut raison de ma faiblesse. Notre réserve de pitons était épuisée lorsque les difficultés cessèrent. Nous étions au sommet. Notre descente fut une fuite désespérée dans la tempête.
De toutes mes ascensions, la conquête du Fitzroy est celle où j'ai le plus approché des limites de ma force. À peine de retour à Chamonix, l'occasion s'offre de repartir dans les Andes du Pérou avec mes clients, des géologues hollandais auxquels me liait une chaleureuse amitié. Équipés de matériel sommaire, nous étions partis à 3 dans ce massif sauvage. En gravissant le Huan Tsan, la plus haute cime encore vierge des Andes tropicales, nous avions retrouvé l'aventure montagnarde dans sa pureté originelle. Cette brève expédition m'a laissé l'un des meilleurs souvenirs de ma vie. Plusieurs années après, je repartais au Pérou. L'objectif principal était le Chacrararú, ce pic impossible dont on disait, pour le vaincre, il faudrait un siège ou un suicide, ou probablement les deux. Le siège prit 11 jours. 11 jours après, le pic impossible s'était rendu. Mais son voisin, le Nevado Huaripampa, était certainement plus difficile encore. 6 ans après, je suis revenu dans la Cordillère Blanche avec une très forte équipe. Avec ses pentes de glace inclinées à 70 degrés, le Huaripampa fut bien le noble et grand adversaire que nous avions espéré. Dans les Andes tropicales, plus que partout ailleurs, j'ai trouvé un juste équilibre entre les plaisirs que je cherche dans le grand alpinisme. L'excitation que donne la lutte et l'aventure, l'exaltation de dominer sa propre faiblesse, la sérénité dans l'accomplissement d'une belle œuvre et la joie que dispense le contact de la beauté. C'est depuis ce premier voyage au Pérou que je m'impose l'effort de transporter une caméra dans mon sac. Désormais, j'allais rapporter d'inappréciables documents de mes voyages et de mes ascensions. Entre-temps, l'espoir de participer à une nouvelle expédition dans l'Himalaya se précisait. L'Everest, point culminant du globe, ayant été escaladé, une compétition internationale s'engagea autour des sommets encore inviolés. Le gouvernement du Népal autorisa les Français à attaquer le Makalu, magnifique pyramide de 8500 mètres, isolée dans une région sauvage, où 2 expéditions, dont celle de Hillary, vainqueur de l'Everest, venaient d'échouer. Jean Franco fut désigné comme chef. Une équipe de reconnaissance attaqua au cours de l'automne. Cinq camps successifs furent établis malgré le vent qui se mit à souffler en tempête. Le thermomètre marquait moins 30 degrés. Malgré le froid polaire, je réussis avec Jean Cousy l'ascension du Chomolonzo, un pic de 7800 mètres. Du sommet, la face nord du Makalu se découvrit à nous. Tenter cette paroi rocheuse à plus de 8200 mètres était un projet hardi qui marquait un grand pas en avant dans l'himalayisme. 8 mois après, grâce à notre connaissance des lieux et au parfait fonctionnement de nos masques à oxygène, nous ouvrions, Jean Cousy et moi, la voie où les jours suivants, tous les membres de l'expédition devaient nous relayer. Le 15 mai 1955, nous nous dressions sur la pointe effilée de la 5e montagne du monde. Je l'avais rêvé tout autre, cette victoire.